Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. J'ai 7 petites minutes, malheureusement c'est trop peu pour l'ensemble des questions que j'ai et j'aimerais avoir des réponses de vous trois, alors on tentera de se partager le temps. Il y a un élément intéressant qui ressort de la présentation de M. Coy, si je l'ai bien compris, c'est que pour une fois, on semble faire une distinction entre un principe de base où vous souhaiteriez avoir des appels d'offres ouverts et une toute autre question qui est celle de l'augmentation des coûts dans les cas où il y a des appels d'offres fermés. Il me semble qu'on passe rapidement de un à l'autre comme étant une relation de cause à effet, ce qui est peut-être pas toujours la situation. Est-ce que vous avez des exemples où, si on laisse de côté les syndicats d'appartenance, un projet aurait été aux prises avec une seule entreprise comme soumissionnaire accrédité, donc empêchant toute forme de concurrence? Je n'ai pas d'exemple, mais je veux apporter un éclaircissement et préciser que notre position, c'est que nous nous opposons à toute restriction, toute limite. Je ne sais pas si cela aura une incidence sur la concurrence. Cela va dépendre, bien sûr, des forces du marché. Par exemple, nous pourrions vous dire également que nous sommes tout à fait opposés au fait qu'une entité publique restreigne la concurrence à ceux qui ne sont pas syndiqués, particulièrement sur un marché où ils n'ont pas vraiment la part du marché. Cela aura une incidence sur la concurrence. De la même façon, nous avons déjà comparu devant un comité fédéral pour dire que les fonds publics ne devraient pas appuyer des politiques locales ou régionales. Lorsque quelqu'un doit être... Principe-là. Là où je suis en recherche d'informations, c'est quand on tente de faire l'adéquation entre cette restriction-là qui existe et l'augmentation quasi évidente des coûts de production. Et ma deuxième question pourrait, est-ce que l'une ou l'autre de vos organisations a mis sur pied une étude démontrant l'augmentation des coûts lorsqu'il y a un appel d'offres fermé? Je dirais tout simplement que la ville de Hamilton a effectué sa propre étude et en est arrivé à la conclusion qu'il y avait une réduction. En fait, que ça avait augmenté le coût du projet, par exemple, d'un projet en particulier. Il y a des scénarios d'appel d'offres qui ont fait augmenter le coût même de 80 %. Ils ont donc fait ces études et je crois que j'ai cité dans mes observations les observations du président du comité des travaux publics qui a dit que cela était très clair. Ils avaient déjà une politique de salaire équitable, mais une simple réduction de 90 % des soumissionnaires fait augmenter le coût. Cela est clair. Si vous vous êtes déjà heurté donc à des processus d'appel d'offres fermés où certains de vos partenaires ou de vos membres n'ont pas pu soumissionner, comment vous expliquez à ce moment-là qu'un certain nombre de provinces ou de grandes municipalités choisissent délibérément d'utiliser le principe d'appel d'offres fermé? Il doit bien y avoir quelques avantages parce que j'imagine que les représentants politiques à quelque niveau qu'ils soient, provincial ou municipal, ont le même souci que nous tous d'en avoir ou d'obtenir le maximum pour chacun des dollars qui sera dépensé. Je ne suis pas d'accord pour une raison, c'est-à-dire les municipalités choisissent des affiliations, mais dans l'Ontario, ce n'était pas le cas. À Toronto, à Sault-Sainte-Marie, à Hamilton et maintenant à Waterloo. Dans chacun de ces cas, il n'y avait pas de leur participation. Je dois dire également qu'étant donné que la façon dont le système d'accréditation fonctionne pour les municipalités, ils n'ont pas leur mot à dire non plus pour ce qui est des modalités des conventions collectives. Donc, ce sont toutes les modalités facultatives.
Donc, je pense qu'il est important de corriger cela parce que dans la plupart des cas, les provinces ne choisissent pas cette voie. Je dois comprendre que je devrais extrapoler le modèle que vous êtes en train de me donner pour l'Ontario à l'ensemble des provinces du Canada? Certainly, I believe that is. Eh bien, dans bien des cas, c'est vrai. Je ne peux pas vous assurer que ce soit le cas dans toutes les provinces, mais encore une fois, en ce qui concerne de nombreuses provinces, par le passé, c'était quelque chose qui était lié à l'accréditation. Mais je ne peux pas vous dire que c'est toujours le cas, mais c'est ce qui ressort surtout. Tantôt, vous suggériez, si j'ai bien compris, à notre comité ou au gouvernement de peut-être lancer une étude sur le coût des monopoles. Alors, je pense qu'il tomberait assez sous le sens et à l'évidence qu'il pourrait y avoir une augmentation de coûts pour des projets d'infrastructure si on faisait face à des monopoles. Mais est-ce qu'on a réellement une problématique de monopole au Canada? Même parmi les entreprises syndiquées, j'imagine qu'il y a une concurrence qui se joue entre elles et qui assure la loi du marché. Oui, bien sûr. Nous nous penchons sur la question des monopoles. Monsieur Reid a donné plusieurs exemples en Ontario, à Toronto, Hamilton, Sault-Sainte-Marie, et bientôt ce sera la même chose pour la ville de Waterloo. Et au Manitoba, notamment, il y a aussi en Colombie-Britannique, tous les projets de BC Hydro. En fait, ce sont des situations où, si on n'appartient pas au bon syndicat, dans ce cas-ci, on parle du syndicat international des métiers de la construction, eh bien, on n'a pas le contrat pour le travail. Il ne vous reste plus de temps, Monsieur Urban? Madame.